On nous a vendu la voiture électrique comme la voiture du futur, plus propre, plus silencieuse, plus intelligente. Très bien. Et tout ça, c'est probablement vrai. Mais ça, c'est déjà presque l'ancien futur. Parce qu'en Chine, certains ont commencé à regarder la voiture électrique autrement. Non plus comme un simple véhicule, non plus même comme un produit technologique, mais comme quelque chose de beaucoup plus étrange et beaucoup plus puissant. Une réserve d'électricité. Pas au sens métaphorique du terme, au sens littéral. Une voiture qui ne sert pas seulement à se déplacer, mais à soutenir un réseau, à absorber l'énergie quand celle-ci déborde et à la redistribuer quand la ville étouffe, à participer silencieusement à l'équilibre électrique de tout un pays. Comment, me demanderez-vous? Et je le comprends parce que quand on le découvre pour la première fois, ça ressemble presque à un tour de passe-passe. Parce qu'une voiture, dans notre tête, c'est un objet qui consomme, qui prend, qui transforme l'énergie électrique en action mécanique. Pas un objet qui redonne, non plus un objet qui aide la ville à tenir pendant les heures de pointe. Encore moins un objet qui pourrait un jour être regardé comme une mini-centrale électrique garée en bas de chez toi. Et pourtant, c'est exactement l'idée. Le nom de cette technologie, c'est le V2G. 3 lettres un peu froides, un peu techniques, derrière lesquelles se cache en réalité une idée immense, peut-être même une idée civilisationnelle, celle d'un monde où la frontière entre transport et énergie commence à disparaître, où les voitures cessent d'être simplement des voitures et où la Chine, une fois de plus, essaie d'avancer non pas en améliorant juste un objet, mais en réorganisant tout un système autour de lui. Parce qu'au fond, le sujet de cette vidéo, ce n'est pas l'automobile. Le sujet, c'est le pouvoir de stocker l'électricité, le pouvoir de la déplacer, le pouvoir de soulager un réseau gigantesque au moment où il tremble. Et sur ce terrain-là, la Chine est en train de faire quelque chose de très audacieux. Petit instant avant de continuer. Je tiens à vous parler d'Holacraft, notre plateforme entièrement dédiée à l'apprentissage de compétences dans le numérique. Vous y trouverez des cours pratiques sur des sujets concrets. Comment se lancer sur YouTube par exemple, sans commettre les erreurs qui coûtent cher. Comment techniquement concevoir des miniatures qui convertissent réellement et comment écrire une vidéo YouTube qui plaise. Vous y trouverez d'autres sujets autour du dessin, de l'animation, du montage. Du contenu y est ajouté régulièrement. Alors, si vous voulez développer des compétences utiles, créatives, monétisables dans le monde numérique, faites-y un tour. Je laisse le lien et le contact en description. Un réseau électrique, ce n'est pas un stock figé. C'est un jeu d'équilibriste permanent. À chaque seconde, ce qui est produit doit correspondre à ce qui est consommé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet équilibre devient de plus en plus difficile à maintenir. D'un côté, il y a la montée des énergies renouvelables, donc une production variable puisque fortement dépendant de l'état de la nature. Brillance du soleil, force du vent. Le soleil peut inonder en journée, puis plus rien du tout. Le vent peut souffler fort, ou non. Résultat, le réseau doit encaisser des variations plus aiguës. De l'autre côté, il y a les pointes de consommation, notamment le soir, quand tout le monde rentre, cuisine, allume des appareils, recharge, utilise le chauffage ou la climatisation. Et dans cette configuration, les voitures électriques peuvent devenir soit un cauchemar, soit une solution. Si des millions de véhicules se branchent au mauvais moment, ils augmentent ces moments de pointe de consommation. Mais s'ils sont pilotés intelligemment, ils peuvent au contraire lisser la courbe, absorber le surplus quand l'électricité est abondante, puis redistribuer quand le réseau commence à tirer la langue. Le problème, c'est donc ça. Faire fonctionner un immense réseau moderne chargé en électricité renouvelable sans devoir construire sans fin des infrastructures lourdes pour gérer seulement quelques heures critiques dans la journée. Et c'est là qu'intervient la technologie Vehicle to Grid, aussi appelée V2G. Pour comprendre le V2G, il faut partir sur une distinction simple. À la base, une voiture, qu'elle soit électrique ou non, doit être rechargée pour rouler. Ça peut être soit par de l'essence, soit par de l'électricité. Dans ce dernier cas, on parle de V1G. Le terme V1G désigne la recharge intelligente unidirectionnelle pour véhicules électriques, c'est-à-dire du réseau électrique vers la voiture. Un peu comme quand vous rechargez votre téléphone. Mais ça ne s'arrête pas là. À la différence du chargement classique, la technologie V1G permet de contrôler dynamiquement la vitesse et la durée de la recharge en fonction de la disponibilité du réseau. Les utilisateurs peuvent programmer la recharge aux heures où l'électricité est la moins chère, par exemple tard dans la nuit, réduisant ainsi leur facture d'énergie. Oui, si tu ne le savais pas, le prix de ton kilowatt n'est pas le même tout le temps dans une journée. Il augmente aux heures de forte demande et réduit aux heures creuses. Du moins c'est le cas dans certains pays. En décalant la recharge des véhicules électriques en dehors des heures de pointe, le V1G contribue à prévenir les surcharges du réseau sans nécessiter de coûteuses mises à niveau des infrastructures.
Le V2G donc est une suite au V1G. La borne devient bidirectionnelle. L'électricité ne circule plus seulement du réseau vers la voiture, elle peut aussi circuler dans l'autre sens. La batterie du véhicule peut donc renvoyer de l'énergie vers le réseau au moment où celui-ci en a besoin pour être utilisé par d'autres personnes dans la ville. La borne est capable à la fois de recharger la batterie et de récupérer de l'énergie depuis cette même batterie. D'ailleurs, pour l'anecdote, on trouve encore d'autres variantes. Le V2H, quand la voiture alimente une maison. Le V2L, quand elle alimente directement des appareils. Et surtout, la VPP, la centrale virtuelle, quand des centaines ou des milliers de véhicules sont coordonnés comme une seule grande réserve d'énergie. Pour que le V2G marche convenablement, il faut le cerveau logiciel. La voiture, la borne et l'opérateur réseau échangent des informations en temps réel. Le niveau de batterie, l'heure, le prix de l'électricité, le besoin actuel du réseau et la réserve minimale souhaitée par le conducteur de la voiture. Parce qu'évidemment, personne n'acceptera que sa voiture soit vide au moment où il doit aller travailler. Dans le système fixe des garde-fous, tu peux dire, je laisse ma voiture participer, mais jamais sur les 30%, ou jamais avant telle heure, ou encore seulement pendant les pics d'utilisation. À partir de là, l'orchestration devient possible. La voiture charge la nuit quand l'électricité est abondante, puis, aux heures critiques, une partie de cette énergie peut être réinjectée. Et quand ce mécanisme est répété à l'échelle de millions de véhicules, le résultat devient énorme. On ne parle plus de batterie, on parle d'un essaim de batteries distribuées. C'est possible parce que la plupart du temps, une voiture électrique reste stationnée quelque part. Maison, bureau, parking. Vous vous imaginez bien que ça ne redistribue pas son électricité en roulant. Il faut que ce soit à l'arrêt et branché à une borne. La bascule est là. La voiture cesse d'être un simple consommateur électrique et devient un nœud énergétique. Elle entre dans le système de pilotage, de tarification, d'arbitrage, de stockage et de stabilisation. Elle ne sert plus seulement à te déplacer, elle commence à servir aussi à déplacer l'électricité. Les véhicules deviennent des réserves d'énergie ambulantes. Et la Chine ne voit pas cette technologie comme un gadget, mais comme une architecture à intégrer au réseau national. Le V2G demande 5 choses. Des véhicules électriques nombreux, un réseau de recharge immense, des opérateurs capables de piloter l'ensemble, des standards et une vision du système. Et devinez quoi? La Chine coche toutes les cases. Elle possède de très loin la plus grande flotte de véhicules électriques au monde, 50 millions d'unités. Elle possède aussi le plus grand réseau de recharge, un appareil industriel massif et surtout cette capacité très chinoise à aligner villes, opérateurs, constructeurs et objectifs nationaux dans une seule et même direction. En 2025, le pays comptait déjà plus de 20 millions d'infrastructures de recharge. Et l'objectif pour 2027 est encore plus colossal, avec 28 millions au total, et plus de 5000 nouvelles bornes bidirectionnelles V2G. On ne parle donc plus d'une micro-expérience isolée. On parle d'une base matérielle gigantesque sur laquelle une nouvelle logique énergétique peut se greffer. Là où beaucoup de pays voient encore la voiture électrique comme un produit, la Chine commence à la traiter comme une brique du réseau électrique. La force de la Chine, ce n'est pas seulement d'avoir l'échelle, c'est d'avoir déjà commencé à l'utiliser. En 2025, 30 projets pilotes officiels ont été lancés dans 9 villes différentes. Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Beijing et d'autres. Et ce n'est pas un test perdu dans un coin du pays, c'est une mise en mouvement coordonnée. Cette coordination s'accompagne de standards, de plateformes et d'opérateurs comme State Grid et de constructeurs nationaux qui se mettent dans la boucle. BYD, NIO, GAC Aion, Chery et Zeekr. La Chine n'essaie pas juste de prouver que le V2G fonctionne en laboratoire. Elle essaie de le rendre opérationnel dans le réel. Avec des villes, des bornes, des flottes, des bus, des stations et des modèles économiques qui commencent à se mettre en place. Et c'est ici qu'on va basculer du discours au concret. Les chiffres, bien sûr. Le grand intérêt du V2G, ce n'est pas juste de renvoyer un peu d'électricité de temps en temps. C'est le peak shaving, la capacité à écraser les pics de demande. Je vous demanderai de bien retenir ce terme. Et sur ce point, les chiffres sont impressionnants. À Shenzhen, une étude sur 480 000 véhicules électriques privés et hybrides rechargeables montre un potentiel de peak shaving d'environ 2300 MW. C'est l'équivalent d'une centrale éolienne terrestre de taille moyenne, constituée d'environ 750 à 1150 éoliennes modernes. Rendez-vous compte que c'est énorme. Ça représente aussi la production annuelle d'environ 1,5 à 2 réacteurs nucléaires. Je crois qu'on n'a pas besoin de trop parler.
Le ratio pic-creux pourrait être réduit jusqu'à 73%. Dit autrement, une seule ville pourrait lisser sa courbe de charge à une échelle qui change réellement la manière dont on gère le réseau. Aussi, les bus publics montrent que le V2G n'est pas seulement utile, il est aussi très rapide. 59 bus renvoient jusqu'à 2,1 MW de décharge, soit l'équivalent d'une grande éolienne. À chaque session, ils peuvent soulager le pic de consommation de 3150 kWh. Et surtout, ils réagissent en moins d'une seconde. Rendez-vous compte. Là, le V2G ne sert pas seulement de réservoir. La batterie devient un réflexe électrique pour stabiliser le réseau aux heures de forte demande. Un peu comme un réflexe nerveux rapide qui réagit à temps pour stabiliser le réseau. Je répète, ils réagissent en une seconde au pic de réseau. C'est-à-dire, le réseau électrique est brusquement en forte demande et d'une seconde à l'autre, les bus peuvent décharger l'électricité pour soutenir le réseau. C'est énorme. À Guangzhou, le projet GAC Ion pousse l'idée à l'échelle industrielle. 124 stations, 21 066 bornes, plus de 11 000 kWh de décharge moyenne par station et par jour. Plus d'1 million de kWh restitués en fin 2025 et 1 995 000 utilisateurs servis. Là, on voit très bien la différence entre une démo et une orchestration. Ce n'est plus seulement que ça marche, c'est que ça fonctionne en réseau, en ville et à grande échelle. Même les démonstrations les plus petites sont parlantes. NIO, une entreprise automobile située dans la ville de Tianjin, a montré qu'un peu plus d'une centaine de véhicules pouvaient déjà injecter rapidement autour d'1,6 MW avec un pic d'1,7 MW en une seule demi-heure. Ce qui prouve une chose très simple. Le pouvoir du V2G ne vient pas seulement de la batterie ou de la voiture individuelle. Il vient de la coordination de masse et il peut marcher à petite comme à grande échelle. Il s'agit maintenant de comprendre comment est-ce qu'une personne qui fait participer sa voiture à ce réseau gigantesque est rémunérée. Et c'est une question qui, arrivée ici, peut être assez aisément posée. Parce qu'ici, le propriétaire d'un véhicule ne possède plus seulement un moyen de transport. Il possède une petite réserve d'énergie valorisable. Il faut savoir qu'en Chine, les utilisateurs peuvent toucher des crédits de recharge, profiter des écarts tarifaires entre heures creuses et heures de pointe, ou même générer des revenus supplémentaires mensuels bien plus élevés dans certains usages intensifs. Mais qu'on soit clair, là, le plus important pour la Chine, ce n'est pas de promettre que tout le monde va pouvoir en vivre du jour au lendemain. Là, c'est la logique. La voiture personnelle ou la batterie n'est plus seulement un coût, elle peut devenir un actif. L'idée ici, c'est que tout propriétaire d'une voiture électrique ressente un intérêt à participer. Parce qu'une technologie pénible à adopter reste marginale. Et je dirais même que c'est d'une pierre deux coups. Parce que si d'un côté, une voiture électrique permet d'avoir des revenus supplémentaires, eh bien ça encouragera encore plus de gens à en posséder. Ce qui crée un cercle en fait où les gens passeront de plus en plus des voitures thermiques aux voitures électriques et contribuera dans cette boucle de manière infinie. Je veux maintenant poser certaines bases. Le V2G, ça existe aussi en Europe et aux États-Unis, mais souvent sous forme de projets plus fragmentés, locaux, résidentiels ou encore pilotes. En gros, l'Occident expérimente souvent encore le V2G comme une innovation parmi d'autres. La Chine, elle, commence à le penser comme une infrastructure stratégique à l'échelle du pays, intégrée homogènement dans le réseau électrique. Ça me fait beaucoup penser à la manière dont ils considèrent l'IA aussi. C'est cette même logique qui est appliquée. Je vous recommande de regarder ma précédente vidéo qui parle de ça en détail. La manière dont la Chine voit l'IA comme une infrastructure plutôt que comme une technologie isolée. C'est très intéressant. Et la différence ici n'est pas juste quantitative, elle est civilisationnelle presque. D'un côté, on a des initiatives intéressantes mais dispersées, comme souvent d'ailleurs. De l'autre, on a un pays qui aligne constructeurs, opérateurs, standards, villes pilotes, infrastructures et visions d'ensemble. L'Occident raisonne souvent en marché et la Chine, elle, raisonne toujours en système. C'est précisément ce qui lui donne cet avantage. Pas parce qu'elle aurait inventé seule la théorie du V2G, mais parce qu'elle est la première à lui donner une colonne vertébrale industrielle crédible. Je vais caricaturer un peu, mais le plus intelligent dans tout ça, ce n'est même pas la borne bidirectionnelle. Ce n'est pas non plus la communication entre la voiture et le réseau. Le vrai génie, c'est l'idée de départ. Des millions de batteries existent déjà. Elles sont garées la majeure partie du temps. Pourquoi continuer à penser le stockage électrique uniquement comme un objet séparé, fixe, dédié, alors qu'une partie de cette capacité est déjà là, disséminée dans les villes, les parkings, les flottes, les résidences et les bus? Pourquoi se fatiguer à investir massivement pour avoir de grosses batteries de stockage, alors que la voiture des gens du quotidien peut déjà servir et sert déjà de stockage électrique? Le V2G est ingénieux parce qu'il recolle des morceaux qu'on traitait séparément. La mobilité, l'électricité, le logiciel, le marché, la planification. Et c'est précisément le genre de raisonnement où la Chine excelle. Voir non pas des objets isolés, mais liés. Un système complet à organiser.
Bien sûr, il y a des problèmes et tous les problèmes rencontrés ne sont pas réglés. Toutes les voitures ne sont pas encore compatibles. Les bornes bidirectionnelles coûtent plus cher, en moyenne 2 à 3 fois plus cher qu'une borne unidirectionnelle normale. Au-delà de ça, il faut aussi rassurer les gens sur le fait que la recharge ne détruira pas plus rapidement leur batterie ni ne réduira leur durée de vie. Il faut encore plus harmoniser les standards et rendre certains modèles économiquement plus fluides. Mais ce sont là précisément les problèmes normaux d'une technologie qui quitte du laboratoire pour entrer dans le monde réel. Le cas chinois ne montre donc pas une utopie. Il montre une industrialisation qui est bel et bien en cours. Au fond, le V2G n'est pas juste une nouvelle fonction ajoutée à la voiture électrique. C'est une nouvelle définition de la voiture même. Elle n'est plus seulement un véhicule, un moyen de transport. Elle devient une batterie, un nœud logiciel, un outil de stabilisation, une pièce du réseau électrique. Et c'est ça le plus impressionnant dans l'avance chinoise. Pendant qu'une partie du monde voit encore la voiture électrique comme un simple moyen de transport plus propre, la Chine, elle, commence déjà à la transformer en centrale électrique sur eau. C'était Excel Enrich. Abonne-toi, like et partage. À la prochaine pour une nouvelle exploration technologique. Merci.